En 2008, le monde s'effondre, les banques s'écroulent, les États impriment des milliards, et au milieu du chaos, un inconnu publie 9 pages. 9 pages qui vont changer à jamais notre rapport à l'argent, au pouvoir et à la confiance. Ce texte n'a pas été écrit pour innover, il a été écrit car quelque chose ne fonctionnait plus. Mais pour comprendre pourquoi Bitcoin existe, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'une monnaie. Une monnaie, pour fonctionner, doit remplir 3 fonctions. D'abord, elle doit être une unité de compte. Les prix doivent être comparables. Une voiture doit par exemple valoir 0,1 Bitcoin. Ensuite, une monnaie doit être un moyen d'échange. On doit pouvoir l'utiliser pour acheter des biens et des services. Et enfin, elle doit être une réserve de valeur. Elle doit conserver sa valeur dans le temps. Et parmi ces 3 fonctions, la plus importante est la dernière. Parce que si une monnaie ne conserve plus sa valeur, les 2 autres fonctions finissent par disparaître. Prenons un exemple simple. Si demain, l'euro perdait 30% de sa valeur, est-ce que vous continueriez d'épargner en euros ou est-ce que vous chercheriez à l'échanger? Et c'est exactement ce qui se passe dans les pays où la monnaie est instable. Par exemple, en Turquie, la monnaie a perdu une grande partie de sa valeur en quelques années. Résultat, les gens dépensent vite, épargnent autrement et n'ont plus confiance en leur propre monnaie. Quand la réserve de valeur disparaît, la monnaie cesse progressivement de remplir ses autres fonctions. Et cette fragilité de la monnaie ne concerne pas seulement les individus, mais aussi les États eux-mêmes. Aujourd'hui, nos États sont très endettés. Et ce qui pose vraiment problème n'est pas le montant de la dette, mais c'est son coût. Et pour réduire le coût de la dette, les États n'ont que 2 options. La première, c'est de réduire les dépenses et d'augmenter les impôts. C'est possible, mais c'est politiquement dur. Et la seconde est un petit peu plus discrète. Elle consiste à réduire la dette sans la rembourser. Comment? En laissant l'inflation être plus élevée que les taux d'intérêt obligataires. C'est politiquement beaucoup plus soft. La dette reste la même sur le papier, mais elle pèse de moins en moins lourd dans l'économie. C'est une dévaluation lente de la monnaie. La monnaie continue de circuler, mais elle cesse progressivement de remplir sa fonction essentielle, être une réserve de valeur. Et maintenant que vous comprenez dans quel monde nous vivons sur le plan monétaire, regardons quelles sont les réponses apportées par Bitcoin. Sa première grande réponse est la décentralisation. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde centralisé. Dans la quasi-totalité de nos transactions, il existe toujours un intermédiaire de confiance. Prenons un exemple. Dans le système actuel, si vous voulez envoyer 100 € à un ami, vous passez par une banque. La banque reçoit la demande, vérifie qu'elle est valide, puis met à jour une base de données centrale et enregistre que vos 100 € sont désormais sur le compte de votre ami. C'est le fonctionnement d'un système centralisé. La confiance repose sur un acteur unique qui tient le registre et qui peut elle-même modifier les règles si elle le souhaite. Regardons ce qui change dans un système décentralisé. Dans Bitcoin, il n'y a pas de banque centrale, pas de base de données unique et pas d'intermédiaire de confiance. Imaginons maintenant que l'on souhaite envoyer un Bitcoin à un ami. Concrètement, j'écris une transaction qui dit mon adresse envoie un Bitcoin à l'adresse de mon ami. Dans un système bancaire classique, cette demande serait vérifiée par une banque. Mais avec Bitcoin, il n'y a pas d'entité centrale. Ma transaction est envoyée à un réseau. Ce réseau est composé d'ordinateurs indépendants appelés des nœuds. Chaque nœud possède une copie de l'historique des transactions qu'on appelle la blockchain, ainsi qu'une copie des règles du protocole. Le rôle des nœuds est de vérifier si ma transaction respecte les règles. En gros, que j'ai bien les fonds nécessaires et que nos adresses soient valides. Si la transaction respecte les règles, elle est acceptée par le réseau et peut être ajoutée à la blockchain. La deuxième grande réponse de Bitcoin, c'est son offre monétaire. Dans Bitcoin, la quantité de monnaie est connue à l'avance. Il n'existera jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Aucune autorité ne peut en créer davantage, aucune crise, aucune exception ne peut justifier le changement de règle. Sa fonction réserve de valeur ne peut pas être modifiée dans le temps. Et enfin, la troisième grande réponse de Bitcoin, eh bien ce sont ses règles. Pour qu'un système monétaire fonctionne sans intermédiaire de confiance, il faut des règles claires, publiques et identiques pour tous. Dans Bitcoin, ces règles ne reposent pas sur une promesse ou sur une institution,
elles sont mathématiquement protégées. Au final, Bitcoin ne se distingue pas par sa technologie, mais par la manière dont il redéfinit le rôle des règles dans une monnaie. Pendant des siècles, la monnaie a toujours reposé envers la confiance d'une autorité. Bitcoin propose autre chose, une monnaie dont les règles ne peuvent pas être modifiées et ne dépendent d'aucun acteur. La vraie question aujourd'hui n'est donc pas est-ce que Bitcoin atteindra le million d'euros ou quel sera son cours plus tard. Elle est de savoir quel type de monnaie nous voulons utiliser dans un monde où les règles peuvent encore changer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner. Bonne journée à vous!